L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le match qu'on a eu face aux Saints. Notamment, nous allons parler de Amad Diallo, sa performance XXL. On va parler du cas Maino et du cas Garnacho. Et nous allons un tout petit peu parler des points de vue que j'ai oublié de préciser pendant mon débrief. Et dans une deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des différentes rumeurs mercato. Donc, excusez-moi encore une fois, j'ai pas sorti de vidéo info mercato dernièrement. Ce qui est normal parce qu'il n'y avait pas d'informations vraiment intéressantes, croustillantes. Donc, nous allons régler ce problème dès aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. Guys, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà, on est là, on est présent. À partir d'aujourd'hui les gars, j'ai décidé d'inclure un nouveau principe à mes vidéos. C'est-à-dire, je vais sélectionner 2 commentaires parmi votre commentaire par rapport à ma dernière vidéo. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Sur ce, on va commencer direct. Bah oui les gars, ça sert à rien de perdre notre temps, hein, par le premier commentaire que j'ai décidé de sélectionner. Le premier commentaire, ça concerne Yoro. Et c'est Koneseku qui a commenté cela. Dans cet commentaire, Koneseku, il disait que l'attaquant des Saints, c'est-à-dire Sulemana, a failli envoyer Yoro à l'hôpital. Et du coup, on s'est fait arnaquer pour le cas Yoro. Parce que je vous rappelle le concept, on a déboursé quand même plus de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Yoro l'été 2024. Donc, mon avis là-dessus. C'est vrai que Yoro, il s'est fait manger dans tous les sens du terme par Sulemana. Par les dribbles, par la vivacité, par la vitesse de Sulemana, Yoro, il s'est fait malmener pendant tout le match, que ce soit en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps. Et ça a montré en fait les points faibles, les faiblesses de Yoro défensivement. Parce que jusque-là, Yoro, il était plutôt intéressant. Parmi ses entrées en jeu, il était bon. Il a fait des tacles dévastatrice qui nous sauvait à chaque fois et il était élégant. Et en fait, je pense que il a un peu oublié le fait qu'il est en première ligue, que c'est plus la Ligue 1. Encore une fois, c'est un gamin de 19 ans. On est là pour le faire progresser. Et il y avait des légendes qui ont galéré comme Vidic à l'époque, mais par la suite, ils sont devenus des légendes. Donc, moi, pour ce qui est de ma part, Yoro, c'est un bon, très très bon défenseur. C'est un jeune défenseur moderne. Donc, évidemment, il s'est fait manger face aux Saints, mais je ne m'inquiète pas trop pour son avenir. J'espère que ça va lui servir de leçon dans sa manière de défendre, dans sa lecture du jeu. Et ça peut être que bénéfique pour lui pour la suite. Donc j'ai hâte de le voir comment il va se relever de cet affront là. Parce que clairement, même en vitesse, il s'est fait manger. Sulemana, c'était un monstre. Et on a vu d'ailleurs quand De Ligt il est passé sur le poste de Yoro, il a mis l'agressivité, l'anticipation qu'il fallait. Et le match,
Les Saints, ils n'avaient plus d'occasion offensive à partir du 75e minute ou 80e minute. Donc voilà, Yoro, voilà, il faut qu'il progresse là-dessus. Sur ce, on va passer direct au deuxième commentaire du jour. Le deuxième commentaire que j'ai décidé de choisir, ça concerne, c'est le commentaire du Prince Aladdin, où il me disait qu'il faut surtout pas tirer sur Amorim, parce que la moitié de l'effectif c'est des tocards, et que il faut qu'on fasse quelque chose pendant le mercato hivernal et estival. Je suis d'accord avec toi, Prince Aladdin. C'est vrai. Parce que clairement, comme je l'ai dit pendant mon débrief, nos joueurs, ils choisissent leur match. À part 2 ou 3 joueurs qui sortent du lot, les restes, c'est des tocards. C'est-à-dire, ils sont nuls. Par exemple, Haaland. Je suis désolé, mais au jour d'aujourd'hui, Haaland, il est mauvais. Il y a certaines personnes qui pensent que il est dans une mauvaise passe, etc. Ok, face à Van Dijk, il tombe. Voilà, c'est un grand défenseur avec beaucoup d'expérience. Et face à Gabriel, il tombe. Encore une fois, voilà. Mais il nous le fait à chaque match. Sa fragilité à garder la balle. Donc, il y a des tocards comme ça. Anthony, ça date que je suis plus dans le navire Anthony. Je ne fais plus confiance. Comment il a pu rater cette occasion-là sur la passe de Garnacho. Mais surtout, l'envie que nos joueurs ont mis pendant le match, il était vraiment mauvais. Ils nous ont pas fait honneur. Ils n'ont pas fait honneur au blason de Manchester United, à l'histoire de Manchester United. Et à commencer par un Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, il était mauvais. Et si les cadres, ils sont comme ça, à qui on doit faire confiance? Et c'est là qu'il y a certains joueurs qui sortent du lot comme un Amad Diallo. Donc, pour ce qui est de ma part, tu as raison du fait que la moitié de l'effectif, c'est des tocards. Donc, il faut construire une équipe autour de Amad Diallo. Offensivement déjà. Construire une attaque à partir de Amad Diallo en tant que le point central de l'attaque. Et au milieu de terrain, le construire à partir d'un Ugarte. Et défensivement, le construire... il y a beaucoup de soucis. Donc, il faut garder des cadres. Par exemple, De Ligt en défense, Ugarte au milieu et Amad Diallo en attaque. Et après, construire à partir de ces trois-là. Et là, on peut avoir une belle effectif capable de battre n'importe qui. Parce que je suis désolé, pendant le match, c'est les 3 joueurs où j'ai vu beaucoup d'engagement. Le trio Garnacho, Haaland, Bruno Fernandes, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on prive du coup du talent d'Amad qui est bon en 10. Parce que là, on va le décider de le décaler du coup sur le côté, c'est en tant que piston. Mais non, il faut le mettre à sa place, Amad Diallo. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Et sur ce, on va discuter un peu des détails du match qui m'a échappé. Hein. Au jour d'aujourd'hui, Rasmus Haaland, il nous apporte rien. Il est pas bon pour garder la balle. Pour être le pivot de l'attaque. Il est pas bon dans les pressings. Il met du temps à monter. C'est quand même bizarre que c'est Bruno Fernandes qui va presser en premier la défense centrale des Saints. Normalement, c'est Haaland qui doit y aller. Il est fragile. Fragile dans le terme du il tombe tout le temps. À moins de petits contacts, il tombe. Haaland, au jour d'aujourd'hui, quand il part en profondeur, c'est là où il excelle le plus. Pas en tant que pivot. Donc, je ne sais pas si pendant cette mercato hivernale, on va avoir un 9
de classe mondiale. Mais si jamais un 9 ne vient pas, pour moi, c'est Zirkzee, au jour d'aujourd'hui, qui passe devant Højlund. Parce que l'entrée en jeu de Zirkzee, on en parle. C'était une masterclass qu'il avait fait. Là où Højlund, il a tout raté, lui, pour ce qui est de la part de Zirkzee, il a tout réussi. Avec ses contrôles orientés, où il place la balle en profondeur pour Amad Diallo, pour Garnacho, où ce gars-là, il pue le foot. Il a le kiff-foot. Et quand il met l'envie qui va avec son talent, ben c'est un monstre. C'est un monstre. Et c'est quand même drôle que c'est censé être Højlund qui est un point d'appui pour l'équipe, et c'est Zirkzee qui est un peu gringalé à côté de Højlund qui arrive à mieux garder la balle. C'est dommage. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les qualités pour lesquelles on aimait Højlund, c'est plutôt Zirkzee qui les possède. Donc voilà. Ça, c'est un petit parenthèse pour Højlund. Pour ce qui est de Garnacho, il aurait pu faire une passe décisive pendant le match. Il était intéressant pendant le match. Certes, c'était pas vraiment un match parfait. Il a fait quelques belles actions offensivement. Et voilà. Mais là où il foire un peu Garnacho, c'est dans les dernières actions du jeu. Là où, par exemple, un Amad Diallo excelle. Pour finir, pour savoir s'il doit faire la passe, s'il doit plonger. C'est ça qui manque à Garnacho. Mais on voit qu'il est en progression. Maintenant, Maïno, on va revenir sur le cas Maïno. C'est quand même drôle, hein. Le joueur, il veut 200 000 livres par semaine. Et ça, c'est pas une connerie. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Et plusieurs autres journalistes l'ont dit. Le joueur veut 200 000 livres par semaine. Maïno. Frère, tu veux 200 000 livres par semaine et tu montres des performances où tu fais pas beaucoup d'efforts. Il faut mériter ton salaire. Et au moins, il faut mériter. Il faut que tu prouves ton talent pour mériter ce salaire-là. Le joueur veut utiliser les anciennes erreurs de Manchester United, c'est-à-dire surpayer ses joueurs pour augmenter justement son salaire. Certes, Maïno, c'est un crack, c'est un vrai crack. Mais il faut que tu te donnes à 100% à chaque match. Parce que si tu vas faire de insuffisance, bah tu vas devenir comme Rashford. Maintenant, j'aime bien le joueur. Certes, il a fait un bon match face à Liverpool, face à Arsenal. Mais au moins, tu dois aussi donner l'engagement dans ce match-là face aux Saints. Même si tu as tout raté, au moins le visage. Il fallait que tu montres cette envie. Mais tu ne l'as pas fait. Tu étais transparent. Au milieu de terrain, j'ai vu qu'un Manuel Ugarte. J'ai pas vu Kobbie Mainoo. Et tu veux 200 000 livres par semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez du cas Mainoo, les gars. N'hésitez pas à me le préciser dans le commentaire. Peut-être que là, je suis trop dur avec lui, mais c'est la vérité. Il faut qu'il élève son niveau de jeu. On l'a vu l'année dernière. Il faut que tu élèves ton niveau de jeu, Mainoo. Voilà. Donc, Mainoo, il doit changer sa mentalité. Parce qu'il a une mentalité vraiment catastrophique. Mais aussi, il doit élever son niveau de jeu. Les gars, je vous rappelle que Kobbie Mainoo, c'est pas un titulaire indiscutable dans le système de jeu d'Amorim.
C'est un très très bon joueur. Mais il faut qu'il le prouve pour être titulaire indiscutable. Au jour d'aujourd'hui, Kobbie Mainoo n'est pas un titulaire indiscutable. Et c'est comme ça. Bref, nous allons maintenant passer aux différents rumeurs mercato qui sont apparues. Et on va conclure notre vidéo par ces rumeurs-là. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, on apprend que par Fabrizio Romano ou David Ornstein que Manchester United ne veulent pas vendre impérativement Alexandro Garnacho. Et que Naples a formulé une offre qui est à 45 millions de livres. Une offre jugée trop faible par Manchester United. Et Manchester United réclamerait 55 millions de livres. Donc c'est une différence de 10 millions au final. Et on apprend aussi que Chelsea rentre dans la course pour avoir Garnacho. Pour ce qui est de ma part, pour 55 millions, j'accepterais que Garnacho il parte. Parce que, comme je l'ai dit et redit, avec 55 millions, on peut débuter notre mercato. Et on pourrait avoir 2 joueurs avec cette somme-là. Et notamment, il y a des ailiers qui circulent pour le remplacer. Néné Dorgeles, Nico Williams. Et je ne sais pas votre avis là-dessus, mais pour moi, ces 2 ailiers-là, ils sont meilleurs qu'un Garnacho. Surtout Nico Williams. Si nous pourrons avoir un Nico Williams, offensivement, Manchester United va être monstrueux. Imaginez Nico Williams, Amad Diallo en soutien d'attaque. Ah ben moi ça me ferait plaisir ça. Voilà pour le cas Garnacho. L'autre cas, ça concerne Marcus Rashford. Ben oui, c'est toujours pas réglé. On nous a dit oui, fin de semaine ça sera réglé. Le joueur veut que son cas soit réglé dans les 48 heures, mais non. Rien n'est réglé au jour d'aujourd'hui. Et même, on apprend qu'un autre club rentre dans la course. Borussia Dortmund veut maintenant le prêt de Rashford. Et du coup, il s'active fortement pour le signer. Et AC Milan, quand ils ont entendu ça, ils se sont mis à accélérer le dossier. Pour le cas d'AC Milan, on nous a annoncé que c'était tout proche. Que maintenant, l'agent du joueur allait discuter avec Manchester United. Donc, où est-ce que ça bloque? Pour ce qui est de ma part, c'est le salaire du joueur qui fait bloquer les transactions de Marcus Rashford. C'est le salaire. Parce que un club qui a toute sa tête, il ne va jamais payer un joueur à plus de 350 000 livres par semaine. Il n'y a que Manchester United qui va faire ça. Et donc ça bloque. Parce que du coup, United veut que AC Milan, c'est eux qui paient la partie du salaire du joueur. Et AC Milan veut le contraire. Et pareil pour tous les clubs. Le Barça, c'est pareil. Dortmund, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on accepte ça. Et on doit jouer sur cette condition d'option d'achat. Obligatoire. Il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça, c'est la faute de Manchester United. De surpayer ses joueurs. Et nous, on est là à attendre. Je sais pas, il est 17 janvier. Il reste moins de 15 jours de mercato. Et toujours personne qui est venu. Personne. Et donc, nous, une fois qu'on aurait finalisé ces départs-là, peut-être le 20, le 25, là, on va acheter en dernière minute. Et peut-être qu'on va pas bien analyser les offres potentielles, les joueurs sur le marché.
et on va faire n'importe quoi. On va surpayer des joueurs. Il est là le problème au jour d'aujourd'hui. Ouais. Autre problème. On nous apprend aujourd'hui c'est Fabrizio Romano qui nous apprend, hein, que Manchester United a passé un seul appel pour se renseigner à propos du cas de Randal Kolo Muani. Et c'est pourtant Fabrizio Romano qui nous disait oui, Manchester United cherche à sécuriser le prêt de Randal. Les journalistes, ils font beaucoup d'histoires, mais alors qu'il n'y a rien qui se passe réellement. Il n'y a rien qui se passe. On va juste se renseigner sur un joueur. On se renseigne pour ceci, on se renseigne pour cela. Et du coup, les journalistes, ils en font toute une histoire. Alors que c'est même pas vrai. Et plus tard, il nous apprend, comme Fabrizio Romano, ils ont juste passé un appel pour se renseigner. C'est vraiment n'importe quoi. Les sorties médiatiques. Ils nous ont fait peur pour rien. Parce que là, du coup, les fans, ils commençaient à réagir. Nous, on veut pas Randal. On ne veut pas, on veut Osimhen. On veut Gyökeres. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, on nous apprend qu'il ne s'est rien passé. Rien, nada. Bref, nous allons passer aux suites. Joey Hugill, le jeune attaquant qu'on a prêté au début de saison et qui est revenu. Au jour d'aujourd'hui, on nous apprend qu'il est reparti en prêt jusqu'à la fin de la saison à Carlisle United. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Pour ce qui est de ma part, j'étais chaud à garder le joueur, à le mettre dans la rotation et pourquoi pas lui donner sa chance au sein de l'équipe. Parce que pendant la pré-saison, il était plutôt bon. Donc voilà. Là, il a décidé de partir en prêt, sachant que le premier prêt qu'il avait fait, c'était plutôt une réussite. Donc là, il repart pour la deuxième. J'espère qu'il va avoir les temps de jeu qu'il faut pour se développer. Et pourquoi pas rejoindre l'équipe première l'année prochaine, s'il est vraiment bon. Donc, on verra la suite. Sur ce, on va passer à l'autre information mercato. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez tous, Nuno Mendes à Manchester United, ça bloque. Où est-ce que ça bloque? Ça bloque parce que United n'a pas les sous pour pouvoir l'acheter, malgré l'intérêt du joueur de nous rejoindre. Donc, ça bloque clairement du côté du PSG qui réclame beaucoup d'argent. Et donc, Manchester United a fait des recherches de potentiels remplaçants à moindre prix. Donc, il y avait des noms qui ont circulé. On a vu passer des Théo Hernandez. On a vu passer des Kerkez ou même de Alvaro Caceres Fernandez. Et maintenant, il y a un autre nom qui revient, c'est Ait Nouri, l'Algérien de Wolverhampton, qui est évalué d'ailleurs à 45 millions d'euros. Il est plutôt bon, c'est une machine à centrer phase offensif. Il est bon dans les petits périmètres, c'est un dribbleur, c'est un joueur qui s'épanouit vraiment offensivement. Et franchement, si ça se fait, je serais très très content parce que à la limite, le joueur c'est un ailier, hein, alors que c'est un piston. Donc, on va avoir un piston gauche qui va centrer beaucoup des balles. On va avoir les attaquants qui va se régaler. Et on va avoir quelqu'un qui va dynamiser ce côté gauche. Donc, encore une fois, c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes. Mais c'est un rumeur qui m'intéresse fortement. J'aime beaucoup le joueur. Et j'espère que ça se fera. Et du coup, United, en fait, pense à ce joueur-là. Parce qu'ils veulent vendre un Luke Shaw et un Malacia. Donc, il faut se dire une chose. Peu importe que ce soit Nuno Mendes qui va venir, ou bien Ait Nouri, ou bien Kerkez, Manchester United pense au futur parce qu'ils veulent se séparer des Luke Shaw et Malacia. Donc ça me fait plaisir parce que Luke Shaw, c'est un mec qui se blesse beaucoup trop même.
Et j'en ai marre de ce genre de joueurs qui se blessent beaucoup. Ils sont pas là alors qu'ils ont des gros salaires. Ils ont même pas aidé le club. Luke Shaw, depuis son arrivée à Manchester United, il a raté 50% des matchs. C'est beaucoup. Et concernant Malacia, il a du mal à revenir à son plus haut niveau depuis sa blessure. Et c'est un joueur moyen. Il n'est pas digne du stand-in de Manchester United. Donc voilà, j'ai hâte de voir. J'y crois toujours à un arrivée pendant ce mercato hivernal. Parce qu'il le faut. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.